No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors voici le document du Dr Harrington qui s'intitule The Location of Planet X et c'était basé un peu sur les recherches de Tombaugh en 1930. C'est lui qui a trouvé la planète Pluton. Mais en fait, il a trouvé Pluton parce qu'il cherchait Planète X, une grosse planète qui perturbait les orbites des grosses planètes connues comme Uranus, Neptune, même Jupiter. Et ces planètes-là avaient un mouvement d'orbite qui bougeait au niveau de l'écliptique qui ne pouvait s'expliquer que par la présence d'une autre planète avec une très grande masse, parce que pour perturber des planètes géantes comme ça prend quelque chose de très lourd, très massif. Et c'est donc Tombaugh qui s'était mis en 1930 à la recherche de Pluton, mais finalement a trouvé Pluton. Et c'est pour ça que les premières encyclopédies sur Pluton, les vieux, j'en ai déjà vu un moi-même, on parlait de Pluton comme étant plus gros que Jupiter, c'était énorme là, comme planète. Là. Et tout à coup, rapidement, se sont révisés à dire que non, finalement, Pluton était une petite planète. À l'époque, ils appelaient ça une planète. À cette heure, ils l'ont relégué au nombre des planètes naines. Là, mais on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis avec le vocabulaire. On parle d'une petite planète ou d'une planète naine pour être correct au niveau des notions astronomiques. Mais on sait qu'on parle de Pluton comme étant une petite planète de toute façon. Puis sa masse étant beaucoup trop faible pour expliquer les perturbations aux planètes suivantes géantes comme Uranus et Neptune et même Saturne. Donc Harrington s'est basé un petit peu sur ses recherches et a sorti les données de Tombaugh ici qu'on voit à gauche et à droite a fait ses propres pronostics basés sur ses observations. Et étant donné que c'est un document qui date de 88, on voit ici le 17 mai 88, et ça a été révisé le mois de juillet 88, donc on sait qu'il a été en 91, donc 3 ans plus tard, en Nouvelle-Zélande. C'est parce que le monsieur, il n'a pas juste regardé ce document-là au mois de juillet 88, il s'est dit « Ah bon, ok, c'est correct, on met ça de côté, on passe à d'autres choses. » 3 ans après, il était encore motivé pour aller en Nouvelle-Zélande avec un télescope puis prendre des photos comparatives pour essayer de trouver un objet. Maintenant, certains d'entre vous vont me poser la question « Oui, mais tu dis que Nibiru n'était pas visible, c'était une naine brune. » Oui, effectivement. Ce qu'il a probablement vu, c'est pas de la luminosité. Ce qu'il a vu, c'est la perturbation de la lumière. Ces astres-là, les naines brunes, si on peut les fixer avec un télescope même qui n'est pas infrarouge, ce qu'on va voir, c'est la distorsion de la lumière, c'est-à-dire que les étoiles environnantes vont nous apparaître non claires et vont même disparaître lorsque l'objet va se présenter devant. Et il va y avoir une distorsion vraiment localisée comme en sphère alentour de l'objet où elle est à cet endroit-là. Je suis convaincu que le Dr Harrington a vu quelque chose et a vu que cette distorsion-là se déplaçait selon un mouvement qui pouvait se prédire. Donc, effectivement, on parlait d'un objet et sûrement qu'il en a évalué la superficie avec des techniques de degrés
pour avoir un peu la grosseur de cette perturbation de lumière-là. Et on a évalué, on parlait ici de quelque chose de très massif. Évidemment, quelqu'un qui a un télescope va passer très rapidement, ne peut pas voir cette distorsion-là. C'est quasiment impossible d'accrocher, de dire hey, il y a quelque chose. Les gens vont attribuer ça à de la distorsion due à de la chaleur dans l'atmosphère, à toutes sortes de phénomènes. C'est impossible, à moins de savoir qu'on cherche cet objet-là, qu'on sait ce qu'on cherche. Les gens peuvent, beaucoup d'astronomes amateurs peuvent passer puis vont ne pas voir cet objet-là. Il va passer vraiment inaperçu. C'est vraiment difficile à trouver. Donc, ce monsieur-là savait ce qu'il faisait. On regarde maintenant les données à cet effet-là. On va retourner aux données, en fait. À droite, comme je vous ai dit, c'est les prédictions de Tombaugh. Et à gauche, les prédictions du Dr. Harrington. Immédiatement, ce qu'on regarde, c'est que les petits plus, ils représentent les meilleures perspectives, de very best fits. Ça veut dire les meilleurs points où pourrait se trouver la planète X. Donc, on parle des plus. Les symboles ronds, noirs, ce qu'on voit ici, comme celui que j'entoure avec mon curseur, ce sont les autres points d'intérêt possibles. Et le carré, c'est la prédiction de Powell. À l'époque, avait fait des prédictions, la cherchait, voyez-vous, environ ici où est le gros carré. Ça, c'est à titre de référence parce que en 88, les techniques pour détecter des perturbations de planètes et tous les logiciels nous permettaient de faire des meilleures prédictions. Et le Dr. Harrington a utilisé des logiciels pour faire ces prédictions-là. Et on voit que si on compare à ceux de Tombaugh, qui cherchait Planète X, c'est quand même assez proche. Et si on fait la moyenne de tous ces points-là ici, si on calcule toute la moyenne, mettons, on prend, lui il est environ à 45 degrés, on additionne à 46 degrés celui-là, il est environ à 46, et on prend tous les points, les plus, on les additionne, on arrive à une moyenne de 33 degrés, à quelques poussières près. Vraiment, vraiment très très proche. Et ici, on parle de la déclinaison, et quand on est dans des déclinaisons sous l'écliptique, on parle d'inclinaison. Et pour ce qui est de la longitude, on regarde, on se situe, la grosse moyenne de tous ces points-là, le point le plus fort se situerait entre 18 et 16. On voit en quelque part ici. Donc, on va dire que c'est 17, parce que c'est... je l'ai déjà fait le calcul et je ne trouve plus les documents. C'est peut-être pas 17 exactement, mais c'est très proche de 17. Donc, on se situe à 17 et environ à 33 de moyenne. Mais, vous allez me dire, ouais, mais il nous dit qu'il a fait ça, les calculs, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Dr. Harrington les a mis les moyennes. On les a ici. L'inclinaison, donc on parle de négatif, déclinaison négative, on parle donc d'inclinaison, 32.4. Moi, je vous parle de 33, on a 0.6 de différence seulement. C'est là que Dr. Harrington a cherché. Maintenant, il a cherché dans une longitude située entre 18 et 16 degrés. Allons voir avec un logiciel que vous connaissez bien, Google Earth, qu'est-ce que ça donne quand on voit une déclinaison de 33 degrés et une longitude de 17 degrés. Allons voir quelle constellation on trouve. On va prendre l'option Sky. Sinon, vous allez rester sur Terre et quand on a les deux pieds sur Terre, des fois, on fait erreur. On pense qu'on a les deux pieds sur Terre, mais on les a pas vraiment. Donc, allons regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là.